Bonjour à tous, je suis ravie de vous voir ici, dans cette salle à Paris. Je crois que ce matin, nous avons bien écouté tout ce qui a été dit par les deux ministres. Nous avons eu à la fois la vision de Hong Kong et la vision du gouvernement français. Donc, je pense que nous avons bien compris qu'il y a beaucoup d'opportunités d'investissement, d'affaires, d'opérations à Hong Kong ou à partir de Hong Kong, et pas seulement d'ailleurs dans le monde. Évidemment, chaque entreprise a ses propres objectifs, secteur par secteur. Mais maintenant, il faut passer donc de ces hautes sphères pour rentrer dans la pratique. Nous sommes des hommes, des femmes d'affaires. Nous avons besoin de concret, d'expériences réelles. Nous devons partager nos différents points de vue, voir quels sont les bons points et puis aussi les mauvais points. Et alors, s'il y a des difficultés, comment procéder, comment faire en sorte que l'on convertisse ce qui est difficile en des opportunités positives. Alors ce matin, il y aura donc deux tables rondes. La première va nous présenter la vision depuis Hong Kong, et ensuite nous aurons le point de vue des entreprises françaises qui sont à Hong Kong, qu'elles investissent à Hong Kong par exemple, et elles vont nous parler de leur expérience. Et à partir de cette comparaison, de cette confrontation, entre guillemets, je pense qu'on va pouvoir tirer beaucoup d'enseignements. Donc, ces deux sessions vont durer environ 40 minutes et à la fin de chacune, il y aura une session de questions-réponses. Je pense et j'espère surtout qu'il y aura des questions difficiles, non pas pour moi, mais pour les intervenants, pour ceux qui vont répondre aux questions. Et cela nous permettra d'ouvrir une discussion qui sera très franche pour essayer de voir comment coopérer, comment collaborer. Alors, pour commencer, nous allons d'abord avoir le point de vue de trois intervenants qui connaissent extrêmement bien Hong Kong, qui habitent à Hong Kong, qui ont créé et fait grandir leur entreprise à Hong Kong, et puis qui ont bien réussi, et ça n'est pas non plus une mauvaise chose, mais en tout cas, ils ont une très longue carrière, éminente carrière dans les affaires, et je suis certain qu'ils ont rencontré beaucoup de situations différentes, des situations positives, mais aussi des situations moins faciles, et ils vont nous expliquer comment procéder pour s'en sortir. Nous avons donc trois intervenants qui vont parler 10 minutes chacun. Et très franchement, je vais être très stricte pour ce qui est du temps qui sera imparti, de telle sorte qu'on ait suffisamment de temps pour qu'on laisse suffisamment de temps pour poser des questions. Et je vais d'abord donner la parole à Siki Cho. Siki Cho, je pense que vous le connaissez tous très bien, ou en tout cas la plupart d'entre vous le connaissent. C'est le président de la bourse de Hong Kong. Il est donc responsable d'une infrastructure, d'une entreprise financière très importante. Mais il est également, il fait également partie du conseil de la région administrative spéciale de Hong Kong. Donc, il va nous parler des marchés des capitaux, mais plus généralement, je pense qu'il va nous parler de Hong Kong. Je suis ravie d'être ici parce que la France et Hong Kong a connu une longue histoire qui nous a permis de nous développer. Ça nous a permis également d'avoir des relations culturelles. Alors, Hong Kong, en fait, a été créé il y a plusieurs centaines d'années, pour faciliter les échanges entre la Chine et l'Europe. Et nous avons été un des ports les plus importants pour le commerce, l'investissement et le savoir-faire. Et depuis 20 ans, Hong Kong a joué un rôle très important pour aider les marchés financiers de la Chine à entamer leur longue marche vers l'internationalisation. Nous avons la liste qui s'est allongée depuis que, pour la première fois, un brasseur de Guangdong a été coté à Hong Kong. Et
maintenant, nous avons un niveau très élevé de capitalisation. 70% de notre chiffre d'affaires. Les marchés monétaires de Hong Kong ne sont pas réservés à Hong Kong. En fait, ils desservent l'ensemble de la Chine. C'est également un centre de formation de capitaux pour les entreprises de la Chine continentale pour les amener à se réformer pour atteindre des niveaux internationaux. Mais en même temps, Hong Kong est l'un des centres principaux d'introduction en bourse dans le monde. Il est au 5e niveau pour ce qui est de la levée de fonds pour les introductions en bourse, et ceci depuis 2002. L'année dernière, nous étions au 2e rang derrière New York. Notre marché des capitaux nous a permis d'attirer des capitaux du monde entier. Et maintenant, les investisseurs étrangers représentent 42% de notre chiffre d'affaires. Il y a des grands noms comme Samsonite, Prada, Renko, etc. Et d'autres groupes encore de commerce de détail ont choisi d'être cotés à Hong Kong. Néanmoins, les marchés évoluent très rapidement et nous devons suivre ce mouvement. Et l'un des plus grands changements actuellement, c'est l'accélération de l'ouverture des marchés chinois en matière de capitaux et de produits de base. La Chine, maintenant, lève des fonds à l'étranger et c'est maintenant la 2e économie mondiale, et la Chine passe du stade de l'exportation de capitaux à l'exportation de capitaux, puisque les investisseurs chinois souhaitent exporter à l'étranger avec le renminbi. Et l'une des initiatives actuelles est le lien entre la bourse de Hong Kong et de Shanghai qui sera lancé donc très prochainement, en tout cas nous l'espérons. Donc, ce lien entre les deux bourses va être vraiment une évolution révolutionnaire puisque pour la première fois, les investisseurs de Chine continentale pourront utiliser le RMB pour avoir des entreprises cotées à Hong Kong. Et en même temps, les investisseurs internationaux qui peuvent déjà accéder directement à Hong Kong vont pouvoir investir sur la bourse de Shanghai, et grâce à ce lien qu'il y aura entre les marchés de capitaux de Hong Kong et de Shanghai. Ceci permettra également d'avoir un impact sur l'internationalisation du RMB. Donc, grâce à ce lien, il y aura donc des investissements qui seront toujours effectués en RMB et il y aura des conversions qui seront faites à Hong Kong. Et c'est la première fois que le RMB devient une devise d'investissement à l'extérieur de la Chine continentale. Grâce à ce programme, une fois de plus, Hong Kong va jouer le rôle d'une passerelle entre la Chine et le reste du monde. Nous préparons à cet accès mutuel ou réciproque au marché depuis plusieurs années, mais ceci permet une intégration verticale et qui nous permet de desservir de nombreuses classes d'actifs. Donc, Hong Kong passe d'un centre de services sur des revenus fixes, des devises, des produits de base, mais maintenant, nous voulons être la première destination de financement hors de la Chine continentale et nous voulons être également un tremplin pour les financeurs, les investisseurs internationaux qui veulent investir en Chine. Donc, il y a nous avons également fait l'acquisition d'une bourse à Londres fin 2012, ce qui nous a permis d'atteindre une position de leadership dans le monde pour tout ce qui est des transactions sur les métaux. Et la grande majorité des transactions sur les métaux non ferreux s'effectuent en RMB et ceci a représenté 14,6 trillions de dollars l'année dernière, c'est-à-dire l'équivalent du PIB américain. Et ceci va permettre de débloquer le marché des métaux de la Chine. La Chine représente moins de 3
15% de ces produits dans le monde et nous pensons utiliser cette plateforme pour nous étendre, pour avoir une expansion dans le reste de l'Asie. Donc, ce processus est déjà entamé depuis 2013 et c'est la première fois que ceci s'est passé à Hong Kong. Plus de 14 000 personnes représentant des producteurs de métaux, des consommateurs, des négociants et des membres des différentes communautés du monde entier sont venus lors d'une soirée que nous avons organisée. Et en septembre, nous avons également lancé un système de compensation qui permet également de pouvoir utiliser les devises étrangères et le renminbi. Et la semaine dernière, nous avons annoncé que nous allions commencer également à avoir des transactions sur l'aluminium et le cuivre à Hong Kong début décembre. Ceci marque le début d'une plus grande liquidité sur les marchés des produits de base à Hong Kong. Ceci nous permettra d'élargir la gamme des produits où il y a des transactions à RMB et nous serons donc un centre offshore faisant des transactions RMB. Mais en plus de cela, il y a la possibilité d'utiliser le programme de coopération entre la bourse de Hong Kong et de Shanghai pour aller plus loin encore dans les produits de base. Nous voulons également élargir, avoir une expansion de ceci en Chine continentale et il faut vraiment que la demande en Chine permette d'avoir un effet sur le prix au niveau mondial, les cours au niveau mondial de ces produits de base. Et il faut donc que Hong Kong devienne l'endroit où s'effectueront ces échanges. Donc, il faut aider le travail des investisseurs, des négociants, etc. Il faut que les investisseurs puissent venir du monde entier. Il faut qu'ils puissent travailler donc à Hong Kong, mais il faut également qu'ils puissent travailler en Chine continentale. Nous avons déjà vu que la France participait beaucoup à nos marchés. Il y a 2 entreprises qui sont déjà cotées, mais il y a aussi 5 grandes banques françaises qui ont des services de courtage à Hong Kong. Et ceci leur donne accès au marché de Shanghai. Également par l'intermédiaire de la bourse de Hong Kong, il y aura plus d'opportunités tout à fait nouvelles. Et comme je l'ai déjà dit au début, et je le répète, les marchés financiers de Hong Kong sont en pleine transformation depuis 20 ans. Avec la Chine continentale, nous avons sans cesse adapté nos pratiques pour pouvoir profiter de nouvelles opportunités et pour améliorer, renforcer le développement de notre pays. Mais maintenant, nous passons à l'étape suivante, c'est-à-dire les investissements extérieurs de la Chine, avec également un accès réciproque au marché. Et la bourse de Hong Kong va offrir de meilleurs services aux investisseurs français. Et ensemble, je pense que nous arriverons à accroître notre prospérité. Je vous remercie. Merci, monsieur. Bonjour à tout le monde. C'est un véritable plaisir que d'être là ce matin. Ce matin, je vais vous parler en tant qu'homme d'affaires, quelqu'un qui a des entreprises à Hong Kong, avec leur siège là-bas. Le contexte, j'ai démarré en 1965, donc ce sera bientôt notre 50e anniversaire de notre entreprise. On en est très fiers. Alors, pendant la plupart de ces années, à partir des années 70, notre siège se trouve à Hong Kong. Et en fait, on a choisi Hong Kong, justement, pour notre succès. Et je crois que c'est grâce à notre localisation à Hong Kong qu'on a connu un si grand succès. Je vous en parle un petit peu de certains sujets évoqués déjà ce matin par les ministres et pour vous expliquer comment tous ces différents facteurs ont été très importants pour notre réussite. J'aimerais également vous dire que quand j'ai démarré mon entreprise, j'étais très jeune. J'avais à peu près seulement $1000 de capital. Je ne vous le recommanderais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est mondial. On opère dans plus de 60 pays, environ 205 localisations. Donc, on n'a pas connu un succès du jour au lendemain, mais un très grand succès néanmoins. Tout d'abord, pour vous parler de Hong Kong par rapport à mon entreprise, eh bien, tout comme on l'a dit tout à l'heure, Hong Kong
est vraiment la ville la plus internationale qui soit. Nous avons ouvert des bureaux dans beaucoup de villes dans le monde entier, mais je n'ai jamais connu de ville aussi propice aux affaires que Hong Kong. On peut à peu près tout faire à Hong Kong avec les ressortissants de tous les pays, et c'est très important. Il n'y a pas d'avantage local. C'est-à-dire, Hong Kong ne prête pas attention à votre nationalité. Donc, c'est très facile d'y faire des affaires. Et deuxième chose que j'aimerais soulever, donc, avec 50 ans d'expérience à ouvrir des bureaux dans des pays entiers, dans le monde entier, on a connu différentes difficultés dans certains pays, telle la corruption. On a connu des endroits à très forte fiscalité. C'est le cas dans certains pays. Et de même, parfois, le droit du travail est très compliqué par rapport aux salariés dans différents pays. Donc, et puis autre chose, oui, parfois, il y a une très grande bureaucratie. Eh bien, tout cela n'existe même pas à Hong Kong pour nous. Il n'y a pas de corruption, c'est facile d'y faire des affaires. Donc, ça aussi, ça nous aide énormément dans notre succès, grâce justement à la souplesse qu'on a connue à Hong Kong. Et donc, c'est vraiment très important. Il y a autre chose que je dois vraiment souligner, on en a parlé brièvement ce matin, c'est la qualité des travailleurs à Hong Kong. Nous, en étant une entreprise de logistique, d'entrepôt, de transport, donc on a des travailleurs, des manutentionnaires, des personnes qui travaillent dans le bureau et ainsi de suite. Et je dois vous dire que ce sont vraiment des salariés qui travaillent très dur, qui sont très intelligents. C'est des meilleures équipes qu'on a dans le monde entier. Je sais qu'en fait, en Asie, tous les gens travaillent très, très dur. Mais à Hong Kong, on doit dire qu'il y a cette combinaison. Il y a plusieurs facteurs. Ils parlent très bien l'anglais. Ils comprennent l'anglais et ils veulent absolument réussir. Et du coup, c'est très facile à l'entreprise de réussir. J'aimerais vous dire également que quand je suis arrivé à Hong Kong, il n'y avait que 2 universités à l'époque. Aujourd'hui, il y en a à peu près 9. Donc, à Hong Kong, beaucoup de budget, M. Chung, dans l'éducation. Et la population de Hong Kong connaît de plus en plus de jeunes bien formés, très intelligents, qui peuvent justement travailler pour différentes entreprises à venir. Et je crois que ça, c'est un avantage très important à Hong Kong. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment mis l'exergue sur l'éducation, la formation et le travail bien fait. Autre chose qui a été soulevée, j'aimerais le répéter, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'à Hong Kong, on connaît vraiment bien la Chine et de mieux en mieux la Chine. Beaucoup de cette expertise, ça a été grâce à des tentatives et puis des échecs parfois. Mais à Hong Kong, les entreprises qui y sont, les conseillers qui y sont, le Trade Development Council et dans d'autres chambres de commerce et organisations, ils ont vraiment une grande expertise, un grand savoir-faire par rapport à la Chine et comment justement s'organiser en Chine et travailler avec la Chine. Et il n'y a aucun autre endroit au monde, à part en Chine, où on a un tel savoir-faire. Donc, les entreprises qui veulent travailler en Chine vont trouver ce savoir-faire à Hong Kong. Nous, mon entreprise, c'est sûr qu'on l'y a trouvé. On opère en Chine à plusieurs endroits différents. Et je vous le répète vraiment, on a connu notre succès justement grâce à ce qu'on a pu apprendre de la part de ceux qui sont basés à Hong Kong mais qui ont une très fine connaissance de la Chine. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai démarré mon entreprise en 1965 et à travers notre base à Hong Kong, on a pu développer donc des opérations dans le monde entier. Auparavant, on était vraiment surtout concentré en Asie. C'était à peu près facile de gérer tout cela à partir de Hong Kong. Mais au fur et à mesure, on est devenu une entreprise mondiale, avec y compris des opérations ici en France. Nous avons 2 opérations à Paris, on est à Lyon également, à Toulouse et à Nice. Et nous avons connu beaucoup de succès ici. Mais encore une fois, c'est à partir de notre base à Hong Kong où on a pu vraiment faire fructifier notre entreprise. Le secrétaire d'État nous a parlé de la fiscalité. Alors, c'est un de mes sujets préférés. Moi, je crois absolument que le système de fiscalité faible à Hong Kong nous a vraiment permis de fructifier. Il a parlé de 15%. C'est le même taux pour les entreprises et les particuliers, 15% d'imposition. Et nous avons pu générer beaucoup de bénéfices à Hong Kong. On a pu garder cet argent sur les bénéfices et on a pu réinvestir tout cela dans nos entreprises, dans le monde entier.
ce n'est pas le cas dans d'autres localités où on travaille. Donc, grâce à cette capacité de générer des bénéfices à Hong Kong et les réinvestir dans notre entreprise, nous a aidé énormément et c'est vraiment grâce à notre siège à Hong Kong. Alors, les Français, on a parlé de la présence française à Hong Kong, on a donné des chiffres ce matin. Et les entreprises françaises, je pense, vont trouver que c'est un endroit très accueillant. Il y a toutes les activités qui y sont, qu'il s'agisse d'export vers la Chine, vers Hong Kong, ou si vous voulez vraiment y démarrer une entreprise à Hong Kong. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a énormément de jeunes Français qui ont déjà déménagé, qui sont à Hong Kong, qui sont arrivés ces dernières années. Donc, il y a énormément de monde. Et puis, il n'est plus là, mais notre monsieur Arnaud, le conseiller général de Hong Kong, est là aujourd'hui. Et vraiment, c'est un des conseillers généraux qui travaille le plus à Hong Kong. Il travaille énormément pour la France. Et je crois que son bureau serait vraiment une source importante pour n'importe quelle entreprise qui s'intéresse à travailler, à faire des affaires avec Hong Kong ou à partir de Hong Kong. Le ministre a parlé du vin. Je travaille dans le domaine du vin. Je ne le vends pas, mais j'organise la logistique, le transport de vin. Et je peux vous dire que le vin a été quelque chose où on a connu beaucoup de succès dans mon entreprise. Il y a des endroits où on fait des dégustations de vin, des séances de vin. Et on est dans les beaux-arts aussi du point de vue de logistique. Hong Kong devient vraiment une plateforme culturelle très importante. Donc les beaux-arts, c'est quelque chose, l'art est quelque chose de très important et on génère beaucoup d'affaires dans ce domaine aussi. Une dernière chose, j'aimerais vous dire que dans la situation actuelle à Hong Kong, disons, est intéressante. Vous lisez ça dans les journaux. Mais cela ne perturbe en rien la marche des affaires. Il s'agit de jeunes idéalistes, ils veulent tout maintenant, la démocratie maintenant. Mais la réalité est là qu'à Hong Kong, on a à peu près toutes les libertés possibles et imaginables. Et cela nous a été facile dans tous les domaines juridiques, je ne sais pas, les libertés de parole, l'état de droit, tout cela se trouve déjà à Hong Kong. Donc, en tant qu'entrepreneur qui y travaille depuis de très nombreuses années, je peux vous encourager, vous dire, regardez de près Hong Kong, c'est vraiment un endroit génial pour faire des affaires. Et il faut être en Asie, c'est clair. Et Hong Kong est la base parfaite pour travailler en Asie. Merci beaucoup. Eh bien, je dois dire que je représente un entrepreneur chinois. Comme on le sait tous, quand on va à l'étranger, on va au niveau mondial. Alors, je vais définir ce que c'est que le niveau mondial. Alors, tout d'abord, Hong Kong, vous savez où se trouve le monde par rapport à Hong Kong? Est-ce qu'on pourrait voir à l'écran ce que je voulais projeter? J'ai quelques images diapositives que je vais vous montrer. Pour un groupe comme Eve, eh bien, nous avons plusieurs endroits où travailler dans le monde, 5 activités principales, dont 2 à partir de Hong Kong. Une trentaine d'entrepreneurs avec le directeur d'Alibaba et d'autres entrepreneurs. On a travaillé ensemble. On est venu justement en France nous rencontrer avec le président Hollande. Et on a passé du temps également avec le ministre des Affaires étrangères. Et on nous a demandé, par rapport aux entreprises chinoises, et quelle était la coopération dans ce domaine. En fait, on est arrivé à une grande coopération sans savoir pourquoi. Et moi, je dis, c'est grâce à Hong Kong, cette coopération. C'est grâce à Hong Kong qui sert de plateforme excellente de tout premier ordre. Et ils ont également une institution vraiment merveilleuse, la HTTP, avec le président So, qui est le tout meilleur, le Hong Kong Trade Development Council. On le sait tous, comme entreprise privée, eh bien, si on veut connaître le succès, il faut absolument pouvoir agir quand les opportunités se présentent à nous. Au fur et à mesure que la société évolue, eh bien, disons qu'il y a 20 ans, j'ai vu une opportunité qui se présentait à moi. C'est quelque chose d'assez intéressant, je pense. Et tout cela a été possible grâce aux réformes, à l'ouverture. À l'époque, j'enseignais le droit dans une université chinoise. Et puis, j'ai commencé également à travailler dans une boutique de mode en tant que vendeuse. Et
dans 10 ans. Et je dois vous dire qu'auparavant, je ne connaissais pas le Hong Kong Trade Development Council, mais par la suite, je les ai connus et j'ai pu établir 5 marques. J'étais très jeune à l'époque et je dois dire que le secteur était dominé par les hommes. Comment arriver à une part de marché de 15%? Eh bien, moi, je vous dis, que c'est arrivé tout naturellement. Et je sais que j'ai dépensé énormément d'énergie dans mon entreprise. J'ai ouvert des centaines de boutiques et on connaît un très grand développement dans le prêt-à-porter masculin. Et à l'époque, dans le passé, j'avais vraiment l'impression qu'il y aurait une deuxième occasion qui se présentait à moi lors d'un congrès. J'ai rencontré le Hong Kong Business Development Council et on m'a demandé si je voulais vendre à Hong Kong justement pour le développement. Et en fait, à ce moment-là, j'ai entendu un discours qui avait été prononcé par le Hong Kong Trade Development Council et j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis rendu à Hong Kong et puis j'ai commencé une deuxième activité là. J'ai eu pas mal d'expérience dans ce domaine et je sais que beaucoup d'entreprises aimeraient vraiment faire cette transition, justement, à savoir améliorer l'entreprise grâce à l'innovation. Alors, j'ai décidé de mettre sur pied une véritable plateforme de design à Hong Kong. Les entreprises chinoises peuvent donc venir à Hong Kong par le biais de cette plateforme afin de trouver des solutions à des difficultés qu'elles peuvent connaître dans le domaine du design et de la conception. Ça les aide à trouver des designers. Moi, j'ai pu vraiment dénicher beaucoup de designers à l'étranger. Souvent, ils n'avaient pas très envie d'aller en Chine pour travailler pour les entreprises chinoises. Donc, je suis allé au Hong Kong Trade Development Council et on a pu contacter plusieurs designers très célèbres à Hong Kong. Et grâce à eux, à partir de cela, on a pu attirer maintenant à peu près 600 designers qui travaillent maintenant au sein de notre plateforme. Cela comprend également des designers étrangers très célèbres. Donc, je pense qu'Hong Kong Trade Council est excellent et je les remercie. Grâce à eux, ces entreprises sont arrivées à Hong Kong pour être cotées à Hong Kong à l'avenir. C'est ça la tendance. On est dans un secteur de créativité et je pense qu'il y a énormément de potentiel dans ce domaine. Des fournisseurs sont nombreux. Voilà quelques images de ce que je vous explique. Voilà, c'est l'idée de notre plateforme. Et là, vous avez notre grand spectacle, Lancaster House. Voilà également des personnes qui ont été dans le défilé. Ça, c'est l'espace designer, comme on l'appelle chez nous. Et il y a beaucoup de designers français qui y travaillent aussi. Une autre activité, il y a pas mal d'années, on a démarré chose justement grâce au Trade Development Council. Il y a une dizaine d'années, j'étais oratrice lors d'un congrès international. Et à cette époque-là, beaucoup de gens étaient très sceptiques. Ceux du public qui m'écoutaient critiquaient un petit peu les entreprises chinoises. Mais je peux vous dire que nous, on a toute une tradition de luxe déjà, de raffinement, de culture, cette longue tradition qui est la nôtre. Un peuple très raffiné.
avec une très grande tradition dans ce domaine. Et c'est quelque chose qu'on doit expliquer et faire mieux connaître. Donc, depuis 10 ans, je travaille justement dans ce domaine pour préserver et promouvoir justement ces aspects-là. Les artisans, les artistes, les designers de chez nous. Ce n'est pas une question de donner des subventions, non. C'est pas par ce biais-là. J'essaie, moi, de trouver des solutions. Par exemple, je me suis rendu dans des régions montagneuses reculées où j'ai pu mettre sur pied des centres de création dans ces endroits reculés où les gens peuvent concevoir leurs produits. Donc l'idée, c'est d'utiliser au mieux notre héritage culturel. Et il faut pouvoir démontrer ces résultats, les montrer au monde entier. On a commencé à montrer tout cela à Hong Kong. On a beaucoup de parrainages maintenant qui viennent de la part d'entreprises très célèbres du monde entier. Ça aide tout le monde à devenir international, à agir sur la scène internationale. On voit de très beaux produits, l'artisanat, les artisans, les créatifs. Ce ne sont pas toujours des gens qui ont été longtemps à l'école, mais ce sont des artisans, ce sont des personnes qui savent vraiment observer le monde qui les entoure et créer des choses. On a maintenant cette chance que de pouvoir montrer leur travail au monde entier, à Milan, à Paris. Et j'aimerais vous dire également, aujourd'hui, les entreprises chinoises connaissent un grand développement et je pense que nous avons toujours beaucoup de potentiel et beaucoup de possibilités de retrouvailles et d'organiser des coopérations entre les entreprises françaises et chinoises, justement pour mieux se connaître et carrément s'aimer. D'ailleurs, le meilleur endroit du monde pour se marier, c'est bien Hong Kong grâce au HKTDC.